Donc Pierre Carbone, je suis chargé de mission service mobile et Smart City à la DGE. Donc la DGE, c'est la Direction Générale Entreprise. C'est effectivement au sein du ministère de l'économie. Ceci étant dit, c'est une direction un peu différente du Trésor. C'est plus orienté, comment on va dire, en tout cas pour la partie qui me concerne, puisque je suis du côté numérique, c'est plus orienté vers l'innovation et en l'occurrence vers le numérique. Donc je vais me faire un peu le porte-voix, non pas d'un point de vue qui serait strictement bancaire sur le sujet, mais un point de vue qui aurait une vision plus large de l'innovation au sein de la filière. Donc le shadow payment, j'imagine que c'est dû à l'éclairage, parce que sinon c'est pas très obscur ni mystérieux. Ce que je vais vous présenter, c'est essentiellement une synthèse des discussions qui ont eu lieu dans les groupes de travail de ce qu'on a appelé l'assise des paiements, les assises des paiements qui ont eu lieu en 2015. Donc les assises des paiements, c'était un processus de concertation qui réunissait tous les acteurs de la filière pour faire émerger une vision un petit peu commune sur le sujet des paiements, et notamment avec deux axes: répondre aux besoins des utilisateurs. Donc on avait cette volonté de partir des besoins qui émergeaient, et puis développer la compétitivité et l'innovation de la filière. Il y avait 4 groupes de travail. Donc un groupe sur les paiements à distance, notamment considéré comme une alternative au chèque. Un deuxième groupe sur les paiements de proximité, avec là encore un focus sur tout ce qui est paiement sans contact en proximité. Le troisième groupe qui portait spécifiquement sur la sécurité des moyens de paiement, et le quatrième groupe qui portait sur l'innovation et la compétitivité de la filière, et c'est en particulier sur celui-là que je vais me concentrer pour ma présentation aujourd'hui. Donc il y a eu des réunions de travail tout au cours du premier semestre 2015, un événement un petit peu de présentation de synthèse en juin 2015, et la publication de la stratégie nationale des paiements en octobre 2015. Les documents sont disponibles. Donc si on se concentre sur le GT4, ce qui concerne l'innovation et la compétitivité de la filière, en fait on a 8 thèmes qui ont été identifiés. 8 thèmes qui ont été identifiés et qui regroupent un petit peu les différentes préoccupations et les différentes propositions qui ont pu émerger. Si on prend le premier thème, qui était l'objectif étant d'essayer de structurer un petit peu la filière des moyens de paiement, ça regroupe un certain nombre de choses, mais l'idée, quand même, concrètement, c'est de créer des lieux de concertation pour la filière. Et il y a notamment le Comité national des paiements qui est en cours d'élaboration et qui a pour objectif de représenter une instance de discussion qui aille un peu au-delà des acteurs traditionnels sur les paiements, et qui matérialise un peu l'ouverture du monde des paiements à laquelle on est en train d'assister, donc notamment en renforçant le poids dans cette entité des acteurs qui viennent du retail, enfin de la distribution, grande ou petite, en renforçant aussi le poids des industriels et des fournisseurs de services de paiement, et bien sûr avec tous les représentants des banques. Donc ça, c'est une première chose. Matérialiser la diversité plus grande de la filière dans ces instances de collaboration. Le deuxième point très important
comment dire, de cette structuration de la filière, c'est tout ce qui concerne les quelques pistes communes de travail qui ont été identifiées. Donc il y a notamment une plateforme de test commune qui a été évoquée. La volonté de soutenir les incubateurs qui ont une orientation claire sur tout ce qui est paiement. Et puis la volonté aussi de structurer des formations qui permettent de fournir cette industrie qui est en plein bouleversement en ressources, en compétences. Donc voilà, essayer de créer des cursus qui soient un petit peu dédiés à ce type de problématique autour des paiements. Bon, je ne vais pas m'étendre au-delà, mais voilà, c'est tout ce qui concerne un peu la structuration de la filière. Le deuxième axe, donc, c'est porté sur les freins au développement des moyens de paiement innovants, et donc notamment dans la perspective de faire baisser la part de tout ce qui est non électronique, paiement non électronique, donc la part des espèces d'une part et du chèque d'autre part. Et donc là, c'est un enjeu important, parce qu'on parle de paiement. Aujourd'hui, une des grandes distinctions qu'on peut faire, c'est le cash et l'électronique. Donc un des leviers importants d'innovation et de compétitivité de la filière, finalement, c'est d'essayer de faire basculer le plus possible les paiements vers l'électronique. Ça, c'était quelque chose qui était relativement partagé par tous les acteurs de la filière. Et donc ça se traduit là aussi par plusieurs propositions assez opérationnelles, assez concrètes. Il y a tout d'abord, et là ça va être à nous, ministère, de travailler là-dessus, mais c'est l'exemplarité du secteur public. C'est-à-dire qu'on a un secteur public qui souvent accepte des paiements uniquement type chèque. Donc là, ça va être de favoriser le déploiement de solutions de paiement électronique, tout simplement par exemple la carte, dans un certain nombre d'établissements publics. C'est aussi proposer des solutions de paiement alternatives pour les plus grands cas d'utilisation du chèque. Donc on a identifié un certain nombre de cas d'utilisation du chèque qui sont très importants. Donc, par exemple, tout ce qui est transfert d'argent. Donc, comme je le disais, dans le secteur public, il y a l'éducation, notamment la santé, mais il y a aussi un certain nombre d'associations. Voilà, là, on a des gros volumes de chèques qui sont passés chaque année. Donc, un des objectifs, c'est de proposer des alternatives en matière de paiement électronique. Sur tout ce qui est B2B, évidemment, le sujet là-dessus, pour faire baisser la part du chèque, c'est tout ce qui est facturation électronique. Donc là-dessus, clairement, ça fait partie des enjeux qui ont été identifiés. Donc pour mettre en place, pour les paiements interentreprises, des solutions de place, de paiement électronique qui viendraient se substituer au chèque, notamment la solution de virement référencé qui a pu être évoquée ce matin, notamment dans le cadre du sujet des agrégateurs de paiement. Donc voilà, faire baisser la part du chèque, faire baisser la part des espèces. Donc, oui, je ne reviens pas trop là-dessus, mais sur tout ce qui est sujet sans contact, paiement sans contact en proximité, c'est aussi un des enjeux. Là, le constat a été fait que on avait passé un seuil que les volumes de paiement sans contact augmentent très fortement. On est à des taux de plus 25%, plus 30% par mois. Donc on est dans des croissances assez fortes. On a une régularité des paiements. Donc là-dessus, un des enjeux sur cet aspect-là, c'était notamment la connectivité des petits commerçants. C'est un sujet qui a émergé, aussi bien du côté des fabricants des fournisseurs de terminaux de paiement
que du côté des fédérations de petits commerces, etc., que du côté des opérateurs télécoms. On voit qu'il y a un sujet sur la connectivité des petits commerçants. On a tout un bouleversement de l'encaissement qui a lieu dans la distribution. Les chaînes, les grands distributeurs sont à même d'intégrer ce type d'innovation. En revanche, on a une vraie question sur voilà, le petit commerçant indépendant. Donc là-dessus aussi, ça a été identifié. Il y a des besoins, il y aura sans doute... voilà, l'objectif, c'est de mettre en place une politique un peu structurelle pour favoriser la connectivité du petit commerçant qui permet ensuite de connecter le TPE par Internet et puis d'avoir des systèmes de caisse plus innovants, etc. Donc là aussi, on a des sujets, il y a plein de choses qui se passent. Bon, voilà. Et là aussi, ça permet, in fine, de faire baisser la part des espèces. Ce qui est bien un des enjeux, finalement. Donc là, on a l'impression que je parle plutôt du passé, mais quand même, ça reste... c'est un des enjeux majeurs, en fait, qui a émergé des discussions. Le troisième point qui est apparu, c'est tout ce qui concerne les données de paiement. Comment est-ce qu'on protège, comment est-ce qu'on valorise les données de paiement. Donc, alors là-dessus, les discussions étaient assez intéressantes, mais on sentait assez partagé, c'est-à-dire un peu comme ce qui a été présenté pour le monde bancaire face à ces disruptions. Il y a certains acteurs qui disent oui, nous on veut valoriser les données de paiement, d'autres qui sont un peu plus prudents et qui disent oulala, il faut y aller. Enfin, nous on n'est pas prêt à ouvrir clairement les données de paiement. Bon. Donc là-dessus, finalement, ce qui a été convenu, c'est surtout d'échanger avec les entités de régulation européennes et les entités de régulation nationale de type CNIL. Pour voir ce qui était possible et ce qui n'était pas. Et peut-être identifier des cas d'usage où on pourrait commencer à valoriser les données de paiement dans un cadre un peu, on va dire, consensuel. Donc, par exemple, un cas d'usage qui a été identifié, c'est pour les rappels produits, c'est-à-dire la grande distribution. De temps en temps, doit faire face à des rappels de produits qui sont impropres à l'utilisation ou à la consommation. Et elles ont un problème, quand elles ont des paiements cartes, elles sont incapables de contacter directement les personnes qui ont acheté ces produits parce qu'elles ne peuvent pas réconcilier avec l'identité de la personne, elles n'ont pas les contacts. Donc là, c'était un cas d'usage où toute la filière, c'est-à-dire depuis le distributeur, en passant par le banquier, en passant par le payment service provider, pouvait se concerter en disant oui, là on a un cas d'usage où effectivement on a besoin d'accéder aux données de paiement et voir les informations qui sont derrière pour pouvoir contacter le client très vite. Voilà. Et cibler spécifiquement les clients qui ont acheté le produit. Donc ça, c'est un exemple, mais bon, on sait bien que ça va beaucoup plus loin que ce cas d'usage précis. Voilà, on verra comment ça se passe. Aujourd'hui, la filière n'a pas une position très unique et univoque sur le sujet. Le quatrième point, c'était essayer de peser sur les processus de standardisation, donc sur tout ce qui concerne les paiements au niveau européen et international. Donc là, notamment, il s'agissait d'influencer la standardisation des moyens de paiement en Europe. Et un des axes qui a été retenu, c'est notamment pousser auprès de l'ABE en faveur de Nexo et contribuer à la migration des normes de paiement vers des normes comme EPAS. Donc l'enjeu, là aussi, on avait une certaine forme de consensus entre les payment service providers, la grande distribution et les banques pour dire il faut homogénéiser l'acceptation et le traitement des transactions de cartes de paiement pour les commerçants présents dans plusieurs pays. Donc travaillons ensemble là-dessus. On voit que ça avance. Donc
Donc ça, c'est un des exemples où on peut pousser des standards comme ça au niveau européen et où on voit que toute la filière finalement tire dans le même sens, quoi. Il s'agissait aussi de renforcer l'influence des acteurs européens au niveau des organismes internationaux de standardisation, donc EMVCO et PCI. On sait que les Américains sont très puissants, les acteurs américains sont très puissants au niveau de ces organismes de standardisation qui ont un impact sur toute la filière. Donc là-dessus, clairement, il y a une volonté aussi d'essayer de structurer, de concerter, d'aligner les positions le plus possible pour peser sur ce qui se passe dans ces organismes de standardisation. Un organisme de standardisation aussi sur lequel il va falloir se pencher, c'est le W3C, parce qu'on voit bien qu'il y a des gros acteurs du monde du web qui poussent pour mettre en place des standards, non pas dans les organismes de standardisation classiques du monde bancaire, j'ai envie de dire, et du monde des schemes de paiement, mais dans les organismes de standardisation du web, du monde Internet. Donc là aussi, on voit qu'il y a des ouvertures et il va falloir élaborer une stratégie par rapport au W3C notamment. Voilà pour ce point. Le cinquième point, c'était... en gros, le constat, c'était que le paiement, c'était bien, mais que ce n'était pas suffisant. Donc, qu'il fallait réfléchir à l'intégration des solutions de paiement avec d'autres services qui sont plus liés au commerce, notamment toutes les solutions du commerce digital, donc que ce soit autour de la gestion de la relation client. Donc on a par exemple tout ce qui est gestion des données personnelles, tout ce qui est service de fidélité, de couponing, les offres ciblées, les annuaires, la géolocalisation, l'information produit, le suivi des ventes, tout ça. C'est des choses qui viennent du monde du commerce et qu'il va falloir interfacer avec le paiement. Parce que finalement, le paiement, c'est vraiment une industrie de volume, les marges sont très très faibles. Donc si on veut pouvoir capter un peu de la valeur qu'il y a dans le parcours client, dans l'acte d'achat, si on considère que le smartphone, qui est la véritable rupture en fait en termes de support de paiement et une véritable rupture dans l'acte d'achat, si on considère que donc le smartphone ça change tout ça, alors il va falloir réfléchir sérieusement à l'intégration de ces deux mondes. Donc là, ce qui a été proposé, c'est de faire une étude de faisabilité sur la convergence des solutions de paiement d'une part et des solutions du commerce digital d'autre part, et notamment de définir une architecture socle, donc qui aurait pour base des fonctionnalités de paiement et un module de gestion de l'identité. Parce qu'en gros, on se rend compte, quand on va au cœur du sujet, on se rend compte que c'est ça qui fait un peu ce qui pourrait être la base d'une solution qui intégrerait des solutions de paiement et des solutions du commerce digital. Donc à la fois gestion de l'identité et gestion des paiements. Et après, par-dessus ça, on peut rajouter toute une couche de services. Bon. L'interopérabilité de cette solution, elle est importante parce qu'on est clairement dans des sujets où le volume et où l'effet réseau joue à plein. Donc, si on a une grande fragmentation, on n'aura pas de décollage des usages. Et plus une solution aura de la masse sur le marché, plus elle va avoir tendance à intéresser les usagers et à agréger en fait toute la demande autour de ce type de service. Donc c'est un sujet qui est complexe, qui demande pas mal de coordination. En tout cas, c'est un sujet qui a été identifié et sur lequel on a déjà commencé, disons, à voir quelles pourraient être les bases d'une solution de ce type.
Voilà. Le point suivant dont je voulais vous parler, c'est le temps réel. Donc là aussi, ça a été abordé ce matin de manière indirecte. On voit bien que avec la DSP2, la notion d'agrégateur va prendre énormément d'importance. On voit bien que derrière, si on franchit encore une étape, les agrégateurs vont pouvoir assez facilement initier des virements. Et là, clairement, un des enjeux, c'est cette notion de temps réel qui a un vrai plus, comme ça a été présenté tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Bon, la manière dont ça a été abordé, là aussi, c'est assez prudent. C'est-à-dire, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle temps réel. Est-ce qu'on parle de notification? Est-ce qu'on parle de garantie? Est-ce qu'on parle de transfert de fonds? Donc ces distinctions ont été faites dans le cadre des discussions. Et là aussi, l'idée, c'était de dire, on ne va pas démarrer bille en tête là-dessus, mais on va essayer d'identifier des cas d'usage qui seraient particulièrement pertinents pour du temps réel. Donc il y a notamment deux cas d'usage qui ont été identifiés. C'est tout ce qui est paiement pair à pair et puis paiement inter-entreprise. Donc là, comme ça a été clairement mentionné tout à l'heure, il y a effectivement des enjeux très forts de ce point de vue-là. Donc là, l'idée, c'est de travailler encore une fois ensemble avec notamment là, les banques et les fournisseurs de services de paiement pour réfléchir au développement des infrastructures et des processus qui permettraient le déploiement de ces solutions temps réel. Le point suivant, c'est un point qui était assez ambitieux et qui visait à dire il faut qu'on ait une démarche européenne sur ces sujets-là. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à la construction d'un système pan-européen pour le paiement. Alors, tout ça, c'était dans un contexte où Visa Inc. Incorporated a racheté Visa Europe, etc. Donc, c'est dans un contexte aussi de souveraineté finalement économique par rapport à ces sujets paiement. Donc, la question est toujours sur la table de pousser véritablement pour soit pour la construction d'un système pan-européen, soit pour je dirais, un interfaçage des différents systèmes nationaux qui permettent d'avoir un volume suffisant. Bon, là-dessus, clairement, on peut s'appuyer sur des initiatives existantes comme le protocole EPAS dont j'ai parlé tout à l'heure. Vraisemblablement, il faudrait aller plus loin que la carte, c'est-à-dire que une des remarques qui a souvent été faite au cours des discussions, c'est de dire, bon, il y a des schemes internationaux cartes qui existent, qui sont très puissants, etc. Si on devait réfléchir à faire ça au niveau européen, il faudrait prendre en compte tous les bouleversements qui ont eu lieu depuis, au cours des dernières années, et sans doute justement pas se limiter à la carte, mais aller sur d'autres solutions et intégrer notamment la nouvelle dimension du commerce digital pour aller plus loin. Donc là, voilà, on a juste mis le sujet sur la table. C'est des sujets qui sont extrêmement complexes, qui dépendent des discussions avec les entités européennes qui chapeautent un peu tous ces sujets-là. Un des enjeux, c'est de voir s'il y a de la place économique pour développer ce type d'infrastructure et de process. Voilà, on en est là. En tout cas, nous, on accompagnera les acteurs s'il y a une volonté d'aller vers ce type d'infrastructure et de coopération.
Le dernier point, c'est tout ce qui concerne l'authentification forte, et notamment la biométrie pour les paiements à distance. Donc là, ça a été évoqué également ce matin, il y a des sujets de fraude par rapport à ça. Bon, là aussi, il s'agissait plutôt de faire le constat qu'il y a, là aussi, avec l'arrivée du smartphone et la place de plus en plus forte du téléphone mobile, il va y avoir des solutions biométriques qui vont être intégrées au process de paiement, c'est clair, avec un certain nombre de solutions qui sont déjà sur le marché. Donc, là aussi, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à ce type de solutions? Comment est-ce qu'on fait évoluer également les solutions actuelles pour le paiement online de type 3DS dans un environnement où Internet va vers le mobile, quoi, en gros. Donc, bon, là aussi, il y a tout un tas de sujets sous-jacents. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est simplement voilà, vous faire une synthèse des sujets qui ont été abordés et vous dire que, finalement, et comme conclusion, sur tous ces sujets-là, il y a un consensus qui est de dire que ce sont des sujets importants. Ils ont été listés. Il y a un deuxième consensus pour dire, en général, c'est des sujets qui peuvent être traités que par plusieurs acteurs ou par plusieurs types d'acteurs. Donc, j'ai cité, hein, il y a évidemment les banques, les payment service providers, les distributeurs, grands, petits, et puis après, dans toutes ces catégories-là, on a les grands, les petits, les nouveaux acteurs, les acteurs qui sont déjà bien implantés. Sur tous ces sujets-là, on a au moins besoin à chaque fois qu'il y ait deux types d'acteurs qui se parlent. Et la plupart du temps, c'est plutôt 3 ou 4 ou tout le monde. Donc, le constat, c'est de dire il va falloir, par la force des choses, avancer, grouper sur ces sujets-là. Donc, le message du ministère, en tout cas côté DGE, c'est: nous, on a identifié un certain nombre de sujets. On est prêt à accompagner les acteurs qui veulent avancer ensemble. On est prêt à les accompagner de différentes manières. Il y a un volet financier pour l'innovation, c'est-à-dire que dans le cadre du programme des investissements d'avenir, il y a des fonds qui sont alloués à l'innovation, soit sur des gros projets d'innovation, très structurant, où on peut avoir une dizaine d'entreprises différentes, etc., qui veulent faire quelque chose d'assez important. Ça va être un projet de 10 millions de budget avec 4 millions d'aides. Donc là, c'est des choses assez structurantes. Soit pour des innovations beaucoup plus légères et pour soutenir une start-up sur un sujet comme ça. Il y a aussi des appels à projets qui sont dédiés à ce type d'acteurs. Donc là, on est sur des plus petits projets, sur des choses plus peut-être un peu qui relèvent un peu moins de la structuration de la filière, mais peut-être plus vraiment d'une innovation un peu pointue sur un des sujets. Donc, il y a des soutiens financiers à l'innovation. Il y a aussi des groupes de travail auxquels le ministère, à travers la DGT ou la DGE, participe, et qui permettent de faire le lien aussi souvent entre les acteurs industriels et les entreprises, d'une part, et puis les régulateurs ou les administrations. Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis, j'ai envie de dire, le dernier point aussi, c'est aussi, que ce soit la DGT, la DGE ou les différents acteurs publics qui sont concernés par le sujet, on est toujours à l'écoute de ce qui se passe. C'est-à-dire, quand il y a des associations, des fédérations, voire même des entreprises individuelles qui nous contactent, on est à leur disposition pour échanger sur ces sujets-là, pour faire remonter s'il y a des sujets d'alerte, comme ça arrive souvent là-dessus, notamment quand la réglementation évolue très vite.
Donc voilà,